Bonjour à tous, il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur le kite loop pour vous expliquer un petit peu les fondamentaux de cette manœuvre. Dans les commentaires de cette vidéo, j'ai remarqué beaucoup d'interrogations sur les loops lors des réceptions de sauts. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi faire un truc pareil, quid du down loop, quid du heli loop. Quid de la citadelle Vauban, quelque part. Alors je comprends toutes ces interrogations, je les ai eues moi aussi. Puisqu'en fait, le loop de réception, ce n'est pas un sujet qu'on peut expliquer de manière séquentielle et s'attendre à avoir un résultat toujours similaire. Ça dépend d'énormément de choses. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que je comprends du loop de réception et de ses variantes, dans quel cas les utiliser et comment faire. Vous êtes là pour vous instruire. Tout d'abord, je vous propose de regarder une réception de saut qui est réussie, mais qui n'implique pas de loop. On va noter la position du kite ici. Où est-il situé? Pas au-dessus de moi pour amortir ma chute, pas en bord de fenêtre sur le côté, mais bien en face de moi, au milieu de la zone de puissance. Alors là, déjà pour moi, il y a un point qui est fondamental à comprendre sur la réception des sauts d'une manière générale, c'est qu'il n'y a pas de problème à avoir le kite en zone de puissance au moment où on retrouve le contact avec l'eau. Au contraire, c'est comme ça qu'on va avoir les réceptions qui sont les plus douces. Donc en partant de ce principe-là, on a le kite qui est en pleine zone de puissance, la flèche est située vers le bas, donc à ce moment-là, on a fait la moitié d'un kite loop. Pourquoi ne pas le finir? Honnêtement, ça change pas grand-chose, on a autant de travail à terminer le loop qu'à pivoter le kite pour le renvoyer dans le sens de la marche. Par contre, si on fait le loop, la seule différence, c'est que le kite va tirer encore un petit peu plus face à nous, mais de toute façon, ça ne devrait pas nous déranger puisqu'on a déjà compris qu'au moment de la réception, le kite est en zone de puissance et du coup on doit avoir un cap qui est bien abattu, qui descend bien sous le vent. Donc si vous vous posez des questions sur le timing d'envoi d'un down loop pour la réception d'un saut, dites-vous simplement que dans un premier temps, vous pouvez remplacer votre relance habituelle par un down loop sans rien changer en termes de timing et ça devrait déjà fonctionner. Ça pourrait vous permettre d'avoir les premières sensations de loop de réception sans pour autant trop changer vos habitudes pour l'instant. Maintenant, imaginons que votre saut soit un petit peu plus haut et que vous lanciez votre loop de réception un petit peu plus tôt. Que va-t-il se passer? Eh bien, le kite va probablement avoir plus de temps pour tourner et donc au moment du contact avec l'eau, votre kite sera probablement dans sa phase de ressource, qui est une phase ascendante pour votre kite. Donc, vous allez ressentir au niveau de votre kite une tendance qui est à la sustentation au moment de la réception. Et là, on commence à entrevoir les avantages d'un loop au moment de la réception d'un saut. À partir de là, plusieurs questions se posent. Mon saut est-il assez haut? Mon loop est-il envoyé assez tôt? Et mon kite est-il assez rapide? Ce sont les trois facteurs principaux qui vont faire la différence entre un down loop de réception basique, comme ceux qu'on vient de voir jusqu'ici, et le fameux heli loop. C'est une contraction habile du mot hélicoptère et du mot down loop qui, mis ensemble, décrivent cette manœuvre qui consiste vraiment à faire tourner le kite au-dessus de la tête d'un rider pendant la phase descendante d'un saut, et donc ça vient le sustenter, ça vient ralentir sa descente. Alors là, vous allez probablement vous demander comment faire pour passer d'un down loop de réception basique à un heli loop. Et la réponse à cette question, elle est loin d'être évidente. Je vais vous expliquer pourquoi en vous donnant un premier exemple. Ici, je suis en 12 mètres carrés, je suis très toilé, il y a 20-23 nœuds, et en essayant de sauter haut et d'envoyer le loop relativement tôt, j'applique un pilotage qui peut conduire à un heli loop. Mais même si le kite a le temps de revenir au-dessus de ma tête, ce n'est pas encore tout à fait ça. La raison est simple, ici je suis en 12 mètres carrés, donc les 12 mètres carrés, on le sait, ce sont des tailles de kite qui sont assez lentes et qui ne permettent pas forcément de casser des records de hauteur au niveau des sauts. Du coup, une 12 mètres carrés aura rarement le temps de bien revenir au-dessus de votre tête pour vous sustenter de manière significative après l'exécution d'un loop de réception. Je ne dis pas que c'est impossible, il est possible de faire des heli loops en 12 mètres carrés, ici vous en avez un petit aperçu, mais c'est largement inadapté. Maintenant, je vais vous présenter un autre exemple. On est dans un contexte complètement différent. Le vent est très fort, le kite utilisé est très petit, ce qui permet au rider de sauter très haut et d'avoir à disposition un kite extrêmement rapide. En envoyant le loop de réception très tôt durant la phase descendante de son saut, le cerf-volant a largement le temps de revenir au-dessus de sa tête en générant ainsi un beau heli loop particulièrement satisfaisant. Donc ce que j'ai voulu vous montrer dans ces deux exemples, c'est que en utilisant un pilotage qui finalement est relativement similaire,
En fonction des conditions, de la force du vent, de la taille de kite que vous utilisez, vous allez avoir des loops de réception qui sont complètement différents. Si on devait retenir 3 facteurs principaux qui vont vous permettre de passer d'un down loop de réception un peu basique à un vrai beau heli loop, il y aurait donc l'expérience du rider, le timing d'envoi du loop de réception, plus on l'envoie tôt, plus ça a tendance à faire un heli loop. Et puis bien sûr, on en a parlé, les conditions, donc une taille de kite plus petit et du vent plus fort vont vous permettre de sauter plus haut et d'avoir un kite qui tourne plus rapidement. Maintenant, avant de se quitter, j'aimerais beaucoup revenir sur quelques idées reçues que j'entends et que je lis beaucoup. Première idée reçue, c'est cette idée que passé une certaine hauteur de saut, les loops de réception deviennent quasiment obligatoires. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'entends souvent des gens me dire oui là je commence à sauter assez haut, du coup je vais vraiment avoir besoin d'apprendre à faire des loops de réception parce que là en tombant de haut je me crache fort, ça va pas du tout, etc. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de mettre en place un pilotage de qualité au moment de la réception et c'est tout. Alors peut-être que vous êtes un petit peu sceptique à ce sujet-là. Laissez-moi vous passer à l'écran un saut avec une belle amplitude, enregistré aux alentours de 14 mètres au bout. Ici, pas de loop de réception, mais un pilotage efficace avec une bonne relance, bien timée, qui passe bien en zone de puissance et vous voyez qu'en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, je ne me permettrai pas de faire cette réflexion pour les sauts extrêmes à 20-30 mètres, puisqu'évidemment c'est un monde que je ne connais pas, mais je pense que la plupart des pratiquants qui se font cette réflexion ne connaissent pas ce monde-là non plus, et pour la plupart du commun des mortels, comme vous et moi, une belle relance bien timée, ça peut suffire. Le loop d'atterrissage peut représenter une facilité ou un moyen d'optimiser sa sustentation, mais certainement pas un besoin. Deuxième idée reçue, c'est un petit peu dans la même veine, c'est qu'il y aurait une hauteur minimum avant de pouvoir commencer à effectuer des down loops de réception. Là encore une fois, je ne pense pas que ça soit vrai. Vous pouvez faire des loops pour la réception de vos sauts dès que vous le sentez, dès que vous en avez envie. C'est juste que, et j'espère que vous l'avez compris maintenant avec cette vidéo, vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes sur un saut effectué en 14 mètres carrés à 2 mètres dans du vent léger, ou si vous faites un saut à 50 nœuds en 8 mètres carrés à 20 mètres de haut. Votre loop de réception ne sera pas le même, le résultat attendu ne doit pas être le même non plus, mais vous pouvez bien sûr vous exercer sur les down loops de réception, dès que vous le sentez, il n'y a pas de problème. Voilà, alors pour conclure, je voulais préciser que j'habite dans un endroit où souvent le vent ne souffle pas très fort. Et du coup, je ne suis pas un expert du big air, loin de là. Mais j'ai juste essayé de vous partager aujourd'hui la compréhension que j'ai acquise sur les loops de réception d'une manière générale et j'espère que ça aura su vous éclairer. Pour résumer, il y a vraiment une hiérarchie sur les loops de réception. Vous pouvez commencer tout en bas de l'échelle sur des petits sauts tout simplement en remplaçant vos relances par des down loops pour voir ce que ça fait. Et puis vous pouvez grimper les échelons jusqu'à un jour avoir un saut suffisamment haut et un kite suffisamment rapide pour que le kite ait le temps de tourner au-dessus de votre tête et de revenir bien à midi au-dessus de votre tête pour ressentir la sensation tout à fait agréable d'avoir un beau heli loop et un kite qui vient vous chercher et vous permettre de poser vos sauts comme une fleur. Je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Si vous êtes un expert en big air et que vous me regardez, que vous souhaitez ajouter un complément d'information aux zones d'ombre que j'aurais pu laisser dans cette vidéo, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. La section commentaires est là pour ça. Gardez juste à l'idée que les gens qui vont regarder ce type de vidéo sont souvent des personnes qui débutent sur le sujet des loops de réception et du coup je vous remercierai de leur donner des conseils qui sont quand même raisonnables pour leur niveau de pratique. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.